Le problème de la liberté, ce n'est pas tant que la responsabilité qu'elle implique nous angoisse, mais plutôt qu'elle varie d'un philosophe à un autre, et qu'elle n'est jamais vraiment comprise. De nos jours, la liberté paraît être le seul mot d'ordre dans nos sociétés occidentales. Liberté de penser, liberté de choisir. Liberté d'expression. Dès lors, il est intéressant de comprendre d'où vient cette liberté et quels philosophes ont pu contribuer à la rendre si importante. Il faut aussi comprendre cette liberté. Jean-Paul Sartre, un philosophe et écrivain du XXe siècle qui a beaucoup fait parler, a fondé sa philosophie sur l'existentialisme, une notion très liée à la supposée liberté fondamentale de l'homme. Puisque ce courant de pensée a une place importante dans la philosophie, puisqu'il est important de le connaître, autant parce qu'il est susceptible de vous aider à développer votre vision du monde, autant parce qu'il est probable qu'il vous soit utile lors d'un examen ou d'une discussion entre amis, nous allons le décortiquer ensemble. Le décortiquer pour que vous sachiez pourquoi, selon Sartre, vous êtes entièrement libre, et comment vous pouvez utiliser cette liberté pour rendre votre vie plus belle, plus riche et plus intéressante. Avant de vous expliquer en quoi consiste la liberté chez Sartre, il va nous falloir mettre quelque chose au clair. En effet, j'ai plusieurs fois entendu dire que non, l'homme n'est pas libre puisqu'il est déterminé. Mais si, regarde, Spinoza le dit. Si Sartre dit que l'homme est libre, il se trompe, puisque le libre arbitre n'est qu'une illusion. Jean-Paul Sartre n'était pas de cet avis. Pire, il allait jusqu'à traiter de lâches et de salauds ceux qui disaient qu'ils étaient déterminés. Autrement dit, ceux qui disaient ne pas faire leur choix librement et profiter de cela pour rejeter leurs responsabilités sur autrui. Lorsque Sartre dit que nous sommes fondamentalement libres, c'est au sens métaphysique de la chose qu'il fait allusion. D'après lui, dans la vie, nous sommes libres de choisir telle ou telle chose et nous sommes seuls responsables de nos actions. Là où Spinoza aurait dit qu'un meurtrier était déterminé à tuer, Sartre aurait dit que ce meurtrier était le seul responsable de son action. Et il n'a d'ailleurs pas tort, car quand bien même nous serions déterminés, nous aurions quand même le choix de dire oui ou non au fait de réaliser une certaine action. Par exemple, moi je fais cette vidéo. Et j'étais peut-être déterminé à le faire. Mais avant de commencer à l'écrire, j'aurais très bien pu choisir de ne pas le faire. Et cela dépendait seulement de moi. Cette précision est qu'en fait, nous pouvons nous attaquer à la philosophie du bonhomme. Bonhomme qui est d'ailleurs considéré comme le dernier des plus grands philosophes français. Si en même temps qu'il est élevé par les bourgeois, instruit par les bourgeois, il sent que son propre travail le conduit à l'idée d'une universalité qui est contraire à celle des bourgeois et par conséquent à la nature qu'on lui a constituée, alors il devient intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le niveau de réflexion soit le même. Moi, je formule l'hypothèse que le réchauffement climatique suppose une organisation du cosmos dont nous ne connaissons pas le détail. N'importe quelle personne, même celle qui n'est pas friande de philosophie, a déjà entendu cette phrase. L'existence précède l'essence. L'idée présente ici constitue la base de la philosophie sartrienne, le socle sur lequel elle s'appuie. L'existence, au sens sartrien du terme, c'est le fait de vivre en fonction de choix et d'actions que nous sommes les seuls à choisir. L'essence, quant à elle, représente la nature des choses, le fond et la fonction de chaque chose en soi. Alors ce que nous dit Sartre, c'est que l'homme n'a pas de fonction prédéfinie. Il n'a pas de rôle précis à jouer, et ne peut pas se définir clairement. Tout ce que l'homme a, c'est sa capacité de choisir et de se réaliser à travers les choix qu'il fait. Pour bien le comprendre, Sartre prend un exemple simple. Imaginez un coupe-papier. Ce coupe-papier a été créé par un artisan. Il a été créé pour répondre à une fonction première qui est de couper du papier, un peu comme un livre ou une voiture. Le premier nous servira à lire, à comprendre les choses et à retenir de l'information, et le second nous permettra d'effectuer des trajets rapidement et librement. L'homme, quant à lui, est jeté dans la nature, sans aucune fonction qui puisse servir qui que ce soit. Et c'est à ce moment-là que le problème fondamental de l'homme apparaît. Ma vie n'a aucun sens. Sans rire, nous nous sommes déjà tous dit ça au moins une fois dans notre vie en réalisant que nous n'avions aucune utilité à première vue. Mais il faut en passer par là. Pour réaliser ça, l'homme est à inventer chaque jour. L'idée que Sartre propose est la suivante. L'homme, en choisissant de faire ce qu'il fait et ce qu'il veut faire, donne un sens à son existence et de fait, se construit en fonction de ses propres choix. En effet, l'existence de l'homme est un ensemble de choix et d'actes que chacun peut décider de faire ou non. Manger un sandwich, faire du sport, étudier les mathématiques, travailler à l'hôpital. L'ensemble de ces choix et de ces actes sont les seules choses qui pourront définir la vie d'un tel ou d'un tel. Cela dit, on ne pourra jamais vraiment nous réduire à une définition puisqu'il est impossible de coller une étiquette sur la vie d'un tel, tellement les choix et les actions qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera sont nombreux. Donc, grâce à nos actions, rendues possibles par la quantité de choix énormes que nous avons, nous tentons de donner un sens à nos vies en transcendant notre ego. Puisque nous ne serons jamais un coupe-papier fait pour couper du papier, un livre fait pour être lu, mais le problème, c'est que nous voulons toujours coller des étiquettes sur ceux que nous côtoyons de près ou de loin. Par le pédophile convenu. Fils de pute. Puceau de merde. Car toi tu m'as tout l'air d'un bon puceau de merde. Sachant qu'aucune définition ne suffirait à englober ce que nous sommes. Sachant que nous ne devrions nous enfermer sous aucune étiquette. Pourquoi sommes-nous si enclins à vouloir mettre tout le monde dans des cases? C'est une grande question. Et il n'en reste pas moins que le jugement de la part des autres est souvent difficile à supporter. Que disait Sartre à ce propos?
L'enfer, c'est les autres. Au moins, c'est radical. Dit comme ça, c'est assez abstrait. Pire, ça peut mener à une mauvaise interprétation. Cette phrase, qui provient de la pièce de théâtre Huis clos qu'a écrite Sartre en 1943, est très connue, mais n'est pourtant pas comprise par tous. D'après Sartre, le véritable enfer, c'est le fait de ne pas pouvoir se détacher du jugement des autres. Parce que nous ne pouvons rien changer à ce jugement, et que celui qui nous juge nous fige en un être, nous définissent d'une certaine manière. Car toi tu m'as tout l'air d'un bon puceau de merde. L'enfer, c'est les autres, car nous vivons à travers le regard des autres, et que celui-ci tente de nous figer en un seul objet. Puisque les autres tentent à nous transformer en objet, en nous étiquetant, nous perdons en liberté. Mais comment nous pouvons perdre en liberté, puisque de toute manière nous sommes fondamentalement libres? Eh bien, car le jugement d'autrui compte pour beaucoup dans notre développement. En effet, à la recherche de sens, chaque homme va s'auto-juger avec les moyens que les autres lui ont fournis. Les autres sont comme des miroirs à travers lesquels nous nous regardons. Et comme des miroirs, ils nous montrent ce qu'ils nous renvoient. S'ils nous renvoient des étiquettes, des a priori, des jugements faux, Puceau de merde. alors c'est une aliénation qui se produit. Dès lors, nous perdons en liberté, puisque l'autre défait notre liberté en nous objectivant, en nous rendant objet. En bref, le fait de vivre avec les autres implique systématiquement le fait d'être vu comme un objet de par le jugement de ceux avec qui l'on vit. Car on existe pour soi, mais aussi pour autrui. Sartre nous dit cependant qu'il est important de construire sa liberté personnelle. Liberté personnelle qui se construit en se détachant suffisamment du regard des autres pour ne pas en devenir dépendant. Liberté personnelle qu'on construit lorsqu'on ne subit plus aucune aliénation. Et pour ne plus subir aucune aliénation, il y a deux solutions. Soit on se replace comme sujet qui réifie l'autre comme objet, soit il nous faut comprendre le summum de la pensée sartrienne, la conclusion de ces travaux préalables. Nous sommes condamnés à être libres. Nous sommes une liberté qui choisit, mais nous ne choisissons pas d'être libres. Nous sommes condamnés à la liberté. Nous sommes condamnés à être libres puisque nous avons été jetés en tant qu'êtres libres malgré nous. Pour bien comprendre, dites-vous qu'à la naissance, vous avez été jetés sur terre. Vous n'avez pas choisi de naître, vous n'avez pas choisi d'être là, mais vous êtes là. Et de votre naissance jusqu'à votre mort, vous êtes libre puisque vous êtes seul face à vous-même pour décider ce que vous ferez de votre vie. Vous pouvez tuer, vous pouvez choisir de travailler pour devenir médecin. Vous avez le choix de faire tout ce qui est en votre pouvoir. La vérité de la vie de l'homme tient en quelques mots. Chaque homme doit inventer son chemin. Rien ne vous oriente. Rien ne vous précède. Vous êtes sur un chemin que vous êtes libre de tracer chaque jour de votre existence. Et c'est bien là la force de l'homme, sa capacité de choisir. Pour conclure, vous n'existez qu'à travers vos actes. Votre vie n'a aucun sens si ce n'est celui que vous lui donnerez. Les autres tenteront naturellement de vous emprisonner dans des cases que vous êtes libre de refuser ou non. Tâchez de ne pas vous en satisfaire et d'accepter l'idée que rien ne vous définira. Enfin, puisque vous êtes libre jusqu'à la mort, assumez votre responsabilité d'être libre et faites-en quelque chose de bien. Si aujourd'hui nous insistons tant sur notre liberté de choix, c'est bien car Sartre nous a fait comprendre que la seule chose qui permet à l'homme de vivre, c'est l'acte. Mais on oublie trop souvent de faire en sorte que cette liberté perdure, qu'il n'y ait pas tant d'aliénation. Les groupes et les mouvements qui revendiquent leur liberté de choisir manifestent, et en dépit de la vie mesurée de la majorité, une minorité à la vie non mesurée tente d'imposer ses choix aux autres, ce qui amène l'aliénation. Malheureusement, l'aliénation est bien le seul grand ennemi de la liberté. Paradoxalement, nous nous enfermons toujours plus dans des cases, réduisant notre liberté. Liberté que l'on pense retrouver mais qu'on ne fait qu'étouffer en exprimant sans cesse des idées que nous n'avons même pas pris le soin de développer. Aujourd'hui, il est crucial de faire une chose pour conserver la liberté que nous risquons un jour de voir valser. On ne fait que critiquer, cracher, crier. Mais qui fait l'effort de ne pas se laisser berner et d'éviter la facilité? Il est trop facile de se complaire dans la facilité. Il l'est moins de développer la seule faculté qui vous permet entièrement de faire exister vos idées. Tout commence par la liberté de penser que vous avez. Ensuite, observez. Enfin, critiquez les actions de l'humanité dans l'optique de faire changer celles qui peuvent compromettre votre liberté de penser. Maintenant, cette chose, vous la touchez. Dans ce monde un peu fou que l'on appelle société, l'esprit critique est votre seul allié.